Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron va donc prendre la parole ce soir sur France 5 pour tirer les conséquences du psychodrame après l'adoption hier du projet de loi immigration durci par la commission mixte paritaire. Le chef de l'État devrait transmettre dès ce soir le texte au Conseil constitutionnel selon le porte-parole du gouvernement. La première ministre, comme le ministre de l'Intérieur, reconnaissent que plusieurs mesures pourraient être retoquées par les sages. De son côté, le patron des sénateurs, LR, c'est Bruno Retailleau, craint même que le chef de l'État choisisse de ne pas promulguer le texte malgré son adoption au Parlement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parlons vrai. Qu'est-ce que vous attendez des propos du président de la République ce soir? Eh bien, on vous donne 4 choix et c'est la dissolution qui tient la corde puisque vous êtes 70% à souhaiter une dissolution. Vous êtes pour une dissolution, contre une dissolution? Vous voulez autre chose? Je sais pas, un nouveau grand débat? Ou pourquoi pas, tiens, le président de la République qui dit « Je me représente devant les électeurs, quelle que soit votre idée ». Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Rodrigo Arenas qui est avec nous, député de la France Insoumise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec ce livre, Passeur de monde avec un S, député citoyen. On revient vers vous dans un instant. Philippe Bilger, donc que peut-on attendre finalement de cette interview sur France 5 avec le président? Pas grand-chose de mon point de vue, parce que il y a une certitude chez Emmanuel Macron, c'est que jamais il ne se met en cause. Probablement, avec un style tout à fait excellent, il dira qu'il a été le meilleur, qu'il avait tout prévu, qu'il va sauver puisqu'il va saisir le Conseil. Et ce qui me frappe, c'est qu'il a un rapport très malaisé, voire erratique avec le peuple. Deuxième élément, la dissolution. Si nous étions totalement libres de trancher à sa place, nous dirions c'est ce qu'il doit faire. Mais il a déjà dit en privé qu'il n'est pas assez stupide, en quelque sorte, pour faire une dissolution alors qu'il y perdrait énormément des plumes. Donc j'espère au moins qu'il y aura un changement de gouvernement, parce qu'il me semble qu'il ne peut plus rester dans cette stagnation amateuriste et confuse qu'on voit depuis plusieurs semaines. François Pupponi, la stagnation, amateurisme et confuse. Concept bilgérien. Je n'aurais pas dit ça, mais je pense que effectivement ce soir, il ne faut pas attendre grand-chose. Enfin, généralement, quand le président s'exprime, tout le monde pense qu'il va et il dit toujours le contraire de ce que tout le monde attend. Donc je pense que ce soir, c'est pas là où il va faire des grandes déclarations. Sur l'histoire, par contre, sur la promulgation, il n'a pas le choix. Soit il promulgue, soit il peut demander, comme le veut l'article 10 de la Constitution, demander à ce qu'on revote sur certains articles. Ça, c'est de sa responsabilité. Il a 15 jours pour le faire. Et ça, il peut le faire. Dire, écoutez, moi, je considère des articles qui ne me conviennent pas. Et donc, je vais demander au Parlement de revoter sur tel article. Et le Parlement ne peut pas refuser de le faire. Voilà. Donc, je pense que si ce soir, il doit lancer quelque chose sur le texte, c'est je saisis le Conseil constitutionnel, ce qu'il aura fait aujourd'hui. J'attends de voir ce que le Conseil constitutionnel va dire. Et si certains articles ne me conviennent pas, je demanderai au Parlement de bien vouloir les revoter. Ça, il est dans son rôle. Ce serait un peu incohérent. Oui, non. Il y a un vote, il y a un texte. Il appliquera la Constitution. Il est le garant des institutions. Loïc Guérin. Si j'étais taquin, je dirais qu'il occupe le minimum de temps d'antenne, ce serait pas mal. Mais en l'occurrence, il aime bien s'entendre, donc on va probablement en avoir une certaine tartine. Je lirai avec plaisir demain, mais je ne m'affligerai pas de l'écouter, personnellement. Mais je n'attends strictement rien, évidemment. Enfin, je suis d'accord, il ne va pas y avoir grand-chose de dit. De toute façon, il est dans une contradiction fondamentale entre un texte qu'il a lui-même poussé là, qu'on soit d'accord ou pas avec, d'ailleurs, peu importe, mais sur le plan purement politique, objectif, on peut pas dire que ce soit un grand succès. En fait, c'est tout ça pour ça, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais, depuis plus d'un an. Ouais. Rodrigo Arenas, vous êtes député. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir? La dissolution, quand on est député, on n'y tient pas trop en général parce qu'on a un risque de ne pas être réélu. Qu'est-ce qu'il devrait faire comme grande initiative? Je suis pas inquiet par le sort des urnes. J'ai été élu par des gens. S'ils estiment que j'ai manqué à mon mandat, j'ai aucun problème à être sanctionné si c'est le cas. J'espère que le travail que j'ai accompli dans ma circonscription fera apporter le contraire, mais je suis un démocrate. J'ai aucun problème à me soumettre aux voix des habitants, des citoyens. Mais aujourd'hui, moi, j'en attends pas grand-chose parce que j'ai déjà dit ce que j'en attendais. J'attendais simplement qu'il respecte la parole donnée au soir de sa deuxième élection, qui était l'esprit de l'époque de Jacques Chirac du 21 avril, c'est-à-dire qu'on ne transige pas sur les valeurs républicaines face à l'extrême droite. Aujourd'hui, dans la lettre et dans l'esprit, cette frontière, ce barrage républicain a été franchi. Moi, je suis plus inquiet d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, pour Éric Ciotti et Marine Le Pen, parce que d'une certaine façon, ce monsieur n'a pas de parole. C'est-à-dire qu'il sort d'un
un vote où en gros le Parlement vote ce qui sort de la CMP avec l'esprit et la lettre, encore une fois, de la préférence nationale et autres. Il y a eu de larges commentaires là-dessus. Tout le monde sait aujourd'hui que malgré tout ce qu'a dit Darmanin hier soir, ils ont passé cette loi avec les voix du Front National, donc il n'y a pas de mystère là-dessus, sauf s'ils ont une calculette magique mais qui m'a échappé. Et la question qui se pose, c'est que à peine voté, il part courir au Conseil constitutionnel pour la retoquer. Ce monsieur n'a pas de parole et ne tient pas les engagements qu'il a pris en CMP et en direction des Républicains et aussi au niveau du Rassemblement national. Donc moi, j'ai rien trop à attendre de lui, si ce n'est qu'on puisse faire de la politique à l'Assemblée nationale, qu'on arrête de faire des 49.3 à tire-larigot, qu'on puisse vraiment débattre des choses, quitte à perdre au suffrage. Moi, j'ai aucun problème à respecter la loi. Philippe Billiger, bien dans le micro. Monsieur le député, mon cher Rodrigo, est-ce que, franchement, vous considérez vraiment, on a entendu des gens depuis hier parler de honte, sonner le tocsin, est-ce que vous seriez choqué si je disais que moi, bien sûr, j'approuve la loi, clairement, mais que je conçois qu'on puisse la contredire vigoureusement sur le plan politique, mais qu'elle ne mérite pas une sorte d'indignation éthique. Je crois comprendre que du côté de la gauche et de l'extrême gauche, et notamment LFI, vous considérez que c'est une honte au-delà même de l'analyse politique. C'est bien ça ? Moi, je n'irai pas sur le terrain de la honte parce qu'après tout, chacun a sa morale et chacun a son éthique. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un problème qui se pose seulement à la gauche. Il me semble que les ministres qui ont mis leur délégation dans la balancière et celui qui a démissionné aujourd'hui, qui est le ministre de la Santé, il me semble pas qu'il soit à LFI. Les députés Renaissance, notamment, qui n'ont pas voté cette loi pour les raisons que vous invoquez, c'est-à-dire de ne pas vouloir se compromettre par rapport au suffrage qui leur a été confié par les électeurs, eh bien, il ne semble pas qu'ils soient à LFI non plus. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a une déflagration politique qui est plus importante, qui est construite depuis longtemps, et je pense que tout le monde doit prendre sa part dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il y a une digue qui a été rompue. Il ne s'agit pas simplement de dire aux électeurs vous n'êtes pas gentils, vous avez mal voté. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la France était un pays universaliste, humaniste, avec le droit du sol, plein de sujets de cet ordre-là qui faisaient que c'était notre identité. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une autre identité qui est celle de choisir parmi les personnes qui sont dignes ou pas d'être tétées sur un pied d'égalité avec l'ensemble des concitoyens. La gauche, vous savez, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est vrai, mais c'est aussi le cosmopolitisme. Et aujourd'hui, c'est ça que nous avons remis en question. C'est le cosmopolitisme, c'est-à-dire pouvoir agir dans la société dans laquelle nous habitons, dans laquelle nous cotisons et dans laquelle nous, y compris, nous faisons grandir nos enfants comme les miens. François Pupponi veut réagir. Juste, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez quand même une part de responsabilité ? Sur quel point ? En refusant de débattre du texte dans l'hémicycle. Vous saviez très bien que, en fonction des institutions qui sont les nôtres, c'est le texte du Sénat qui allait revenir. Pardon. Non, je vous en prie, finissez. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire à la fois le gouvernement utilise 49.3 et nous prive de débat, et quand vous avez la possibilité de parler d'un sujet aussi important que l'immigration pour, comme vous le dites, garder les principes et les valeurs de la France, vous disiez, nous, on ne veut pas en débattre ici parce que le texte, il est tellement mauvais de la commission auquel vous avez participé. Enfin, c'était pas le texte du gouvernement, c'est le texte de la commission sur lequel vous allez débattre. Vous disiez, nous, on ne veut pas en parler. Et en prenant le risque de ce qui arrive là, c'est que ça soit le texte de la droite, voté par l'extrême droite, qui soit la loi qui sera peut-être promulguée demain. Ça serait juste ce que vous dites là, si la loi n'avait pas une incidence aussi forte et aussi profonde. On n'est pas obligé de débattre de sujets qui, à mon sens, en République, n'ont pas lieu d'être débattus. Est-ce qu'on va débattre de la peine de mort ? Je pense que la réponse est non. Je pense que c'est un principe républicain. Si je peux me permettre. Pardon, je vous en prie. Je comprendrais votre raisonnement. Si le vote qui avait été le vote de refuser le débat allait clore le débat. Ouais. Mais c'est pas le cas. Vous redonniez la main à la droite. Enfin, tout le monde savait que c'est la droite qui allait reprendre la main. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est pas exact, c'est-à-dire que vous aviez, y compris dans le vote de la motion de rejet, vous faites allusion à ça, eh bien vous aviez, y compris des députés de droite et d'autres groupes politiques qui ne voulaient pas de ce texte-là. Pas pour les mêmes raisons, vous avez raison. Je parle de la gauche, là. Mais il me semble que pour la gauche, donc je vais balayer devant ma porte, parce qu'évidemment, vous savez très bien que les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté cette loi, que nous avons voté la motion de rejet, ne sont pas les mêmes que celles du Rassemblement national. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Moi, j'estime que nous n'avons pas... Mais vous étiez conscient que vous redonniez la main à la droite.
nous étions conscients que nous donnions la main notamment à la présidence de la République et aussi au gouvernement. Donc maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est très clair. Je n'ai pas à débattre si la France doit s'enorgueillir ou pas et échanger si on doit revenir à la préférence nationale ou pas, contre le droit du sol, etc., qui est constitutif, y compris de mon existence en France. Moi, je dois tout à la République. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je pense que cette argutie technique à laquelle vous faites référence, vous pourriez avoir raison au sein de l'hémicycle, mais je pense que devant les électeurs, les électrices, cela n'a pas de sens. C'est comme de remettre en question le principe de gratuité de l'école, ce qui va être le cas d'ailleurs. Mais quand vous voyez le résultat, que le texte que vous dites, en fait, on dit depuis hier, Jean-Luc Mélenchon premier, c'est un scandale pour la France. C'est pas le seul, mais vous pouvez le résumer à ça, mais heureusement que c'est pas le seul sur ce coup-là. Est-ce que vous n'avez pas un peu de regret de dire on a peut-être dû en débattre? Non, il n'y a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, je pense que là où vous n'avez pas de regret à avoir, c'est que les masques sont tombés. Concrètement, excusez-moi, mais qui a déposé ce texte? Vous conviendrez bien que c'est pas la LFI. Qui a voté ce texte? Vous conviendrez bien que c'est pas la LFI. Qui aujourd'hui court au Conseil constitutionnel parce qu'il a été trop loin? C'est Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut arrêter cette logique d'inversion de la responsabilité sur ceux qui n'en sont pas responsables. Nous n'avons pas écrit ce texte, à ma connaissance. Non, vous auriez pu l'amender et les députés de gauche de l'hémicycle auraient pu l'amender dans le bon sens. Vous auriez raison. Comme c'était fait en commission. Vous auriez raison si tous les textes précédents sur lesquels il y a eu des amendements multiples, notamment de Benjamin Lucas sur ces questions-là, auraient été retenus. Or, vous savez très bien que tous les amendements que nous passons à l'Assemblée nationale sur tous les textes qu'ils soient, dès lors qu'ils n'ont pas l'accord du gouvernement, passent en 49.3. Donc ne faisons pas comme si nous étions dans un régime démocratique. De gauche de la Macronie qui aurait pu peser fortement, comme le président de la commission des lois. On a bien vu hier que c'était pas le cas, puisqu'ils ont voté quand même assez majoritairement pour ce projet de loi. Ce que je veux dire par là, c'est que ne faisons pas comme si aujourd'hui le Parlement n'était pas piétiné. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a un an, j'ai fait grève à l'Assemblée nationale, tout seul, je vous l'accorde, mais précisément parce que la séparation du pouvoir aujourd'hui en France est une vague souvenir. Allez, Philippe Bilger. Mais ce qui me gêne, Rodrigo, et je vous retrouve avec votre dialectique impeccable, c'est que vous avez l'air de dire que c'était presque une honte de présenter ce texte. Mais vous tenez compte de la majorité du peuple français qui souhaitait une loi dure contre l'immigration, l'entraver la légale et freiner et réprimer la clandestine? Ou est-ce que vous considérez que ça n'a pas d'importance par rapport à l'idéologie? Je vous ai dit tout à l'heure justement que ça avait de l'importance puisque je tiens compte de l'état de l'opinion publique. Mais moi je suis parlementaire. Je ne suis pas lobbyiste. C'est-à-dire que je fais en sorte que les lois sur lesquelles je me prononce, les valeurs sur lesquelles je m'engage, ça ne va pas forcément dans le sens de l'opinion publique. Ça a déjà été le cas d'ailleurs quand j'étais représentant de parents d'élèves. J'ai défendu le droit français, y compris contre un ministre qui faisait passer son idéologie et son militantisme au mépris de la loi. Donc, on ne peut pas me demander de faire autrement que ce que je suis. Je suis venu en politique avec ce que je suis. Et je suis aussi ça. Donc, à partir de là, si la majorité des Français considérait qu'il faut retirer le droit des femmes, de les obliger à demander un chéquier avec l'accord de leur mari, eh ben je serai le premier, peut-être, derrière elle en tout cas, parce que c'est un combat des femmes qu'il faut soutenir, à ne pas discuter de conneries. Voilà, c'est juste ça. Donc je ne discute pas de ces sujets-là. Maintenant, vous avez raison, maître Bilger, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont peur de l'immigration, en particulier celles et ceux qui sont confrontés aux pires difficultés. Et ce que je trouve très particulier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont issus de l'immigration, qu'on appelait les Rital. Je pense à Éric Ciotti, je pense aussi à Jordan Bardella, qui aujourd'hui veulent faire les ratonnades qui a suivi ce peuple-là une politique d'État. Et en cela, je trouve que c'est très curieux que des immigrés ferment la porte derrière eux, alors que précisément, ils ont bénéficié du soutien de la République, projet républicain, pour devenir des personnalités de ce pays de premier rang. Mais est-ce que pardon, allez-y. Non, juste une petite observation sur le plan simplement de la... Tout ce que je dis se discute. On est d'accord, et c'est très bien comme ça. Indépendamment de l'idéologie ou de la position qu'on peut avoir pour ou contre le texte, il y a un point sur lequel, en revanche, je pense modestement que vous vous trompez, c'est quand vous comparez ça, par exemple, avec la peine de mort ou l'atteinte aux droits des femmes. C'est les deux exemples que vous avez cités, j'imagine qu'il y en a d'autres qui pourraient être cités. Il y a une différence fondamentale toutefois. C'est que dans les deux exemples que vous citez, il y a à la fois des conventions internationales et des droits constitutionnellement reconnus. Voilà. Et c'est la différence. Donc là-dessus, sans adhérer à votre raisonnement, mais il est cohérent jusque-là. En revanche, à la question qui était posée, on ne peut pas appliquer le même raisonnement. Je parle de manière tout à fait objective. Vous ne pouvez pas exactement adhérer à votre position quand la question est posée telle que M. Bilger vous l'a posée, puisque on peut être pour ou contre le durcissement des lois en matière d'immigration, de régularisation ou autre. C'est un débat idéologique. Et c'est un débat noble. On est complètement contre, complètement pour. Il est noble. Il ne porte pas atteinte intrinsèquement, comme le ferait, et vous avez raison, la peine de mort, aux règles constitutionnelles. C'est là la nuance. Non, vous avez raison, et pas complètement, mais c'est pas tellement le point que je vais développer, parce qu'aujourd'hui, la France se dote d'outils de résistance.
Il y a notamment la question de la Cour européenne des droits de l'homme que vous connaissez, sur lequel il y a des principes qui aujourd'hui sont largement attaquables d'après ce que je vois dans le texte qui vient d'être produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement, si j'ai une raison de m'opposer à ça aussi, c'est-à-dire moi j'ai pas été élu pour le projet de la préférence nationale. J'ai été élu pour autre chose. Donc je suis assez cohérent avec ce que j'ai proposé au suffrage des électrices et des électeurs. Donc oui, il y a des points qui aujourd'hui, à mon sens, ne passeront pas la barre de l'Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe protège. Et c'est une bonne chose. Il y a aujourd'hui aussi des textes qui protègent. Si ce n'était pas le cas, Emmanuel Macron ne courrait pas au Conseil constitutionnel pour essayer de virer des points qui sont centraux. Pourquoi je parle de la peine de mort ? Pourquoi je parle du droit des femmes ? Parce que précisément la question du droit du sol, la question de la non-préférence nationale, c'est-à-dire que tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi, devant les droits, à condition d'y cotiser, etc. Eh bien, et encore, il y en a certains, on ne cotise pas, auxquels on a le droit. Eh bien, c'est un principe républicain. C'est l'identité de la France. Et c'est cela qu'on a attaqué aujourd'hui. C'est pas juste une argutie technique pour savoir si on va dépenser plus ou moins d'argent. D'ailleurs, vous savez très bien, les professeurs d'université, les universitaires sont contre ce principe-là. Et vous avez des départements aujourd'hui qui s'organisent parce que précisément, là, il y a des politiques volontaristes de collectivités territoriales pour prendre soin des habitants. Merci beaucoup. Rodrigo Arenas, d'avoir été avec nous. Merci. Député La France Insoumise, et ce livre, un passeur de monde, député citoyen. C'est pas bien pour ça, mais c'est gentil de le présenter. Non, mais on en parle 2 secondes. C'est quoi ? Ça dit quoi ? C'est un bouquin qui... Non, ça fait 1 an que je suis député, donc je rends compte de ce que je sais, mes réflexions aussi, surtout sur l'école et la jeunesse, parce que je considère que la jeunesse, la nouvelle génération fait déjà mieux que nous, et qu'elle a le devoir et la responsabilité d'affronter le monde qu'on leur livre, et qu'à ce titre-là, l'école est centrale, donc je réfléchis là-dessus et je fais des propositions concrètes. Merci.